Une journée ordinaire semble se profiler à l'horizon. Les enfants se rendent à l'école et les parents vaquent à leurs occupations domestiques et professionnelles. Nous sommes en hiver, mais la journée débute sous le soleil et une température plutôt douce pour la saison. Une journée ordinaire qui soudain et sans crier gare, va se transformer en enfer semant le chaos, la désolation et la mort. Laissez-moi vous raconter le blizzard des enfants, l'enfer blanc. Le 11 janvier 1888, un courant d'air exceptionnellement chaud quitta les Caraïbes et se dirigea vers le nord, dans les grandes plaines américaines. Ce fut le premier d'une série d'événements, une tempête parfaite qui allait engendrer un blizzard qui allait changer à jamais l'histoire américaine. Tôt le lendemain matin, un nuage sombre apparut à l'horizon. L'air se figea un long et inquiétant moment, puis le ciel se mit à rugir et un mur de poussière de glace s'abattit sur la prairie. Maisons, granges, clôtures, chariots et êtres vivants furent instantanément recouverts de cristaux brisés, aveuglant, suffocant, étouffant et ensevelissant tout ce qui était exposé au vent. Le front froid traversa le paysage dégagé, gelant tout sur son passage. Le froid a d'abord balayé le Montana, puis enseveli le Dakota du Nord au moment où les agriculteurs effectuaient leur corvée matinale. Le Dakota du Sud était gelé alors que les enfants terminaient leur récréation, et au Nebraska l'heure de la sortie des classes approchait. En 3 minutes, les températures ont chuté de 18 degrés dans toutes les régions. À la tombée de la nuit, la température a continué de baisser régulièrement, heure après heure, submergée par le froid venu du nord-ouest. Le front froid a apporté neige, verglas et température négative et il a aussi semé la mort. Au matin du vendredi 13 janvier, des centaines de personnes gisaient mortes dans la prairie du Dakota et du Nebraska, dont beaucoup d'enfants qui avaient fui ou avaient été renvoyés chez eux par les écoles de campagne au moment même où le vent tournait et où le ciel explosait. Ce fut une catastrophe causée par la malchance et un mauvais timing. Le blizzard de janvier, surnommé plus tard le blizzard des enfants ou le blizzard des écoles, a touché toute une région et sa population. Il n'y avait pas une famille parmi les agriculteurs, les colons et les citadins de la prairie qui n'ait été personnellement touchés par les décès causés par la tempête. Ce fut un événement terrifiant et après son passage la région n'a plus jamais été la même. La série d'événements à l'origine du blizzard des enfants a débuté dans les régions glaciales de l'Ouest canadien, où le mois de janvier est généralement rigoureux. Durant les journées d'hiver de la fin 1887 et du début 1888, les températures glaciales du nord-ouest canadien étaient particulièrement intenses et une importante masse d'air arctique s'est lentement étendue vers le sud et a continué de refroidir les plaines enneigées. Au début de la deuxième semaine de janvier, la masse d'air froid s'est immobilisée au-dessus des prairies de l'ouest canadien, avec des températures à des endroits comme Medicine en Alberta, atteignant moins 18 degrés Celsius. Malheureusement, les habitants des prairies américaines n'étaient guère prévenus des basses températures qui s'annonçaient. À la fin des années 1880, les observations météorologiques étaient rares sur la majeure partie du continent, et encore plus rares dans les terres occidentales loin des côtes. À cette époque, le corps des transmissions de l'armée américaine fournissait des services météorologiques à l'ensemble du pays, notamment une série quotidienne de cartes lancée en 1871. Grâce à des messages télégraphiques, les stations météorologiques de tout le pays transmettaient leurs données à une centrale qui compilait les relevés pour la carte. Bien qu'elles n'offraient pas la précision que nous connaissons aujourd'hui, les cartes illustraient les grandes lignes de la progression du temps sur le continent. Malheureusement, cela ne suffisait pas. Les responsables de la préparation et de la diffusion des indications, comme on appelait alors les prévisions, n'ont perçu le danger du front froid et de la tempête que lorsqu'il était trop tard. Les hommes du Signal Corps n'étaient pas des météorologues qualifiés au niveau d'accréditation actuel. Rares étaient ceux qui l'étaient en Amérique. La science des prévisions météorologiques en était à ses balbutiements en 1888. Personne pourtant n'était à blâmer dans cette tragédie. Une série d'événements négatifs et beaucoup de malchance ont coûté toutes ces vies. Reprenons le déroulement exact de ce mortel blizzard. Début janvier, une petite tempête s'est formée sur l'ouest du Colorado et a entraîné une partie de l'air glacial canadien vers le Montana et le Wyoming. Pendant ce temps, le 11 janvier,
Une masse d'air tropical exceptionnellement doux pour la saison a quitté le golfe du Mexique et s'est dirigée vers le nord, au-dessus du Texas et de l'Oklahoma. Les températures matinales dans les plaines ont commencé à augmenter. Les habitants de la région étaient ravis de ce qu'ils croyaient être un dégel de janvier. La température a continué d'augmenter toute la nuit et au matin du 12 janvier il faisait franchement doux. Les enfants allaient à l'école vêtus de manteaux légers et les agriculteurs vaquaient à leurs occupations sans les gants ni les cache-nez dont ils avaient eu besoin ces dernières semaines. L'air chaud s'est dirigé vers le nord depuis le golfe, tandis que la masse d'air froid au nord restait intacte. La proximité de ces deux masses d'air très différentes pouvait être comparée à celle d'une allumette allumée à côté d'une poudrière. Très haut au-dessus de la terre, un puissant courant a franchi la frontière entre les deux fronts, rapprochant l'allumette de la poudre jusqu'à ce qu'elle soit finalement allumée. Il en a résulté une tempête explosive qui a marqué l'histoire. Alors que la tempête se formait enfin, elle progressa à une vitesse vertigineuse tout au long de la journée, partant du Montana aux premières heures du 12 janvier, traversant le territoire du Dakota en fin de matinée et se dirigeant vers le Nebraska en milieu d'après-midi. La hausse des températures durant la nuit fut suivie d'une chute encore plus rapide du mercure dans le sillage du blizzard. Les vents commencèrent à se lever sous l'effet de la fureur de la tempête. Un observateur du Signal Corps, Frank Harrod, écrivit: changement soudain et violent du vent du sud au nord, épaisse chute de neige aveuglante. La litanie de vents violents, neige aveuglante, forte congère et chute de température glaciale, fut répétée à maintes reprises dans les rapports du Signal Corps alors que la tempête se dirigeait vers le sud et l'est. Les météorologues du Signal Corps avaient leur baromètre pour les avertir que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Mais dans la prairie, dans les écoles à classe unique et dans les rues des villes ferroviaires construites à la hâte, le blizzard a pris les gens complètement par surprise. Pour ceux qui se trouvaient dehors, le ciel du nord-ouest semblait soudain se gonfler et se déchirer. Dans presque tous les récits, on retrouve le même fil conducteur, souvent exprimé de la même manière. Il n'y avait jamais rien eu de tel auparavant. Les colons installés dans les plaines depuis des années avaient déjà connu de nombreuses tempêtes violentes, dont celle qu'ils appelèrent l'hiver de neige en 1880, qui ensevelit littéralement la région sous plusieurs dizaines de mètres de neige. Mais ils n'avaient jamais vu une tempête se lever aussi vite ni frapper aussi violemment. Un article de journal du Dakota rapportait le récit d'un écolier. Nous jouions en bras de chemise, sans bonnet ni moufle. Soudain, nous avons levé les yeux et vu quelque chose rouler vers nous avec une grande fureur, venant du nord-ouest, en faisant un bruit assourdissant. Cela ressemblait à une longue chaîne de grosses balles de coton, chacune solidement liée par de lourds cordons d'argent, puis toutes attachées ensemble par de grandes cordes brillantes. La large face de ces balles de coton semblait mesurer environ 7 mètres de haut. Au-dessus, tout était parfaitement clair. Le phénomène était si inhabituel qu'il nous a effrayés, et plusieurs d'entre nous ont couru dans l'école et ont crié à l'instituteur de sortir vite voir ce qui se passait. Lorsque la tempête a atteint l'école quelques minutes plus tard, elle a frappé avec une telle violence qu'elle a failli la faire tomber de ses fondations pavées. Et le rugissement du vent était indescriptible. L'obscurité tomba. Une obscurité palpable, comme l'écrivit un fermier. On pouvait à peine voir sa main devant soi ou respirer, et avec le vent froid et intense qui rugissait, elle effrayait même le plus courageux. Beaucoup ont écrit que l'arrivée de la tempête avait été précédée d'un rugissement assourdissant, tel celui d'un train approchant dans un paysage désert. Un rugissement qu'ils avaient non seulement entendu, mais ressenti au plus profond d'eux-mêmes. Ce bruit était celui du vent, au bord du front froid, réduisant la neige en poudre. Les turbulences derrière le front étaient si incroyables que l'air roulait en même temps qu'il descendait. L'effet était comparable à celui d'un broyeur à neige. À 13h le 12 janvier, le front froid s'était étendu sur la quasi-totalité du territoire du Dakota, les 2/3 ouest du Nebraska et la limite nord-ouest du Minnesota. Au cours des 2 heures suivantes, il s'est intensifié en s'étendant sur la partie la plus peuplée de la prairie. Il était impossible d'avertir quiconque du danger imminent. Les stations météorologiques ont hissé des drapeaux de vagues de froid pour avertir des baisses de température, mais ils étaient inutiles, sauf pour les riverains des avant-postes du Signal Corps. Même à ce moment-là,
la visibilité était si mauvaise pendant la tempête que les drapeaux étaient quasiment invisibles, sauf à quelques mètres de distance. Les alertes de vagues de froid étaient censées servir de service public, mais les habitants de la région étaient livrés à eux-mêmes lorsque le blizzard a frappé. C'était particulièrement vrai pour les enseignants, dont beaucoup étaient à peine plus âgés que leurs élèves. Alors que le blizzard s'abattait sur les murs nord-ouest des écoles, chaque enseignant se retrouva confronté au choix de garder ses enfants à l'école ou de les renvoyer chez eux. Nombre d'entre eux connaissaient le danger des tempêtes hivernales, mais n'avaient pas le combustible nécessaire pour alimenter les poêles scolaires et tenir les enfants au chaud. À un moment donné, ils durent choisir entre geler sur place ou tenter de sortir sous la tempête et trouver un autre abri. D'autres avaient assez de carburant pour passer la nuit. Seymour Dopp, enseignant à Pony City au Nebraska, a gardé ses 17 élèves à l'école pour la nuit. Le bâtiment est resté chaud toute la nuit et le lendemain matin, des parents inquiets ont réussi à emprunter les routes enneigées pour retrouver leurs enfants sains et saufs, mais affamés. L'après-midi même, Seymour Dopp est rentré chez lui à Table Rock et a constaté que l'enseignant de l'école de la communauté avait pris une décision différente. Sa fille de 11 ans et ses camarades avaient été renvoyés de l'école. Elle a souffert d'engelures lors de son trajet de retour à la maison. Mais tous les enseignants de la prairie ne purent tenir leurs enfants au chaud pendant la nuit glaciale du 12 janvier. Minnie Freeman, encore adolescente, fut l'une des nombreuses enseignantes à devoir affronter le froid ou la fuite sous la tempête. Elle avait 16 élèves, dont certains presque aussi âgés qu'elle, dans son école de campagne près d'Ord, à l'est des dunes de sable du Nebraska. L'école était construite en tourbe, ce qui était inhabituel pour une école de la prairie, et comportait une porte rudimentaire fixée par des gonds en cuir, ainsi qu'un toit en papier goudronné recouvert de tourbe. Vers midi, la première rafale de vent arracha la porte de ces gonds et la projeta dans la salle de classe. 2 garçons aidèrent Minnie à la remonter, mais la porte s'envola rapidement. Après cela, elle la fit clouer. Minnie savait qu'elle avait assez de charbon pour chauffer l'école toute la nuit et elle était déterminée à y rester et à garder les enfants à l'intérieur. Mais ce plan tomba rapidement à l'eau. Une rafale de vent arracha un morceau de papier goudronné et Minnie comprit qu'ils mourraient tous s'ils essayaient de rester à l'école. La famille chez qui elle logeait habitait à 800 mètres au nord et elle décida que la meilleure solution était de les y emmener. La légende raconte qu'elle aurait trouvé une corde et attaché les enfants les uns aux autres avant leur départ, mais d'autres prétendent que cette histoire fut inventée par les journaux après la tempête. Malgré tout, tous les élèves de Minnie restèrent ensemble et arrivèrent sains et saufs à la maison où elle logeait. Plus tard, Minnie Freeman affirma toujours avoir fait ce que n'importe qui aurait fait ce jour-là, mais en réalité beaucoup d'enseignants plus âgés et plus expérimentés n'eurent pas réagi aussi vite et aussi judicieusement. La tempête s'est abattue sur la ville de Wessington Springs peu après avoir frappé Ord. De midi à 16h, l'enseignante May Hunt a fait de son mieux pour continuer à travailler dans ce crépuscule sinistre et glacial avec les 7 élèves venus à l'école ce jour-là. Lorsque le carburant a été épuisé, May et les enfants ont soudainement dû choisir entre geler ou fuir. May a choisi de partir. À seulement 140 mètres à l'ouest de l'école, de l'autre côté d'un large ravin, se trouvait une ferme appartenant à la famille Inner. Leur maison semblait être la meilleure option et la plus sûre. Le ravin était ce qui inquiétait le plus May. Il était profond et ses parois étaient abruptes. Un pont de fortune avait été construit en travers, mais il serait difficile à trouver dans la tempête aveuglante. S'il le manquait, les enfants risquaient de tomber dans le ravin et avec la neige qui s'accumulait, les plus petits auraient du mal à en sortir. Mais s'estimait heureuse que Fred Weeks soit venu à l'école ce jour-là. À 18 ans, c'était son élève le plus âgé et le plus costaud. Un grand garçon de ferme timide aux cheveux noirs. Lorsque May lui expliqua son plan, Fred se porta volontaire pour partir en reconnaissance. S'il trouvait le pont, il dégagerait un chemin et reviendrait chercher les autres. Fred resta absent une demi-heure, le reste du groupe attendant près des braises du feu. Lorsqu'il revint enfin, les plus jeunes l'acclamèrent. Il avait trouvé le pont et avait fait 2 allers-retours entre celui-ci et l'école pour se frayer un chemin. Il s'en sortirait bien s'il le suivait de près. Une fois le ravin franchi, il pourrait rejoindre la maison des Inner. Il était 16h30 lorsque les élèves étaient prêts à partir.
Addie, l'une des plus jeunes, portait de fines et délicates chaussures. N'oublions pas qu'il avait fait chaud quand les élèves étaient arrivés à l'école ce matin-là. Mais lui a alors enroulé des écharpes autour des pieds pour les protéger du gel. Fred s'aventura dehors le premier et tout le monde se donna la main derrière lui, formant une chaîne humaine. Quelques minutes seulement après le retour de Fred, la tempête s'était intensifiée. Les traces qu'il avait laissées dans la neige avaient été complètement effacées. Il n'y avait aucune trace du pont qu'il avait réussi à trouver à 2 reprises. L'école et la maison Inner n'étaient séparées que par 140 mètres, mais dans la tempête, aveuglés et à peine capables de respirer, les plans les mieux conçus ont dérapé. C'est le ravin qui a provoqué la panique initiale. Alors qu'il croyait trouver le pont, Fred est tombé à travers la neige accumulée dans le fossé, entraînant les autres avec lui. Tandis qu'ils s'enveloppaient dans leurs manteaux et leurs écharpes et tentaient péniblement de s'extraire de la neige, de précieuses minutes et de la chaleur corporelle venaient d'être gaspillées. Tant bien que mal, ils réussirent à sortir du ravin, déterminés à poursuivre leur chemin jusqu'à la maison Inner. Fred reprit sa marche, priant pour qu'il soit dans la bonne direction. À chaque pas, il s'attendait à apercevoir la maison devant eux à travers la neige grise. Le soleil s'était couché et le peu de lumière qui restait disparaissait rapidement. Leur détermination acharnée les vidait de leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient épuisés au point de s'effondrer. La maison n'était qu'à 100 mètres, mais ils luttèrent contre les éléments vêtus de fins vêtements de coton, les cils recouverts de glace et le visage clos. Ils continuèrent à marcher dans une tempête là où le bétail mourait debout. Lorsqu'ils furent sortis du ravin, les élèves étaient trempés jusqu'aux os. La plupart avaient perdu l'usage de leurs doigts. Addie n'avait plus aucune sensation aux orteils. La panique leur avait volé le peu de chaleur qui leur restait et en quelques minutes, tous les enfants, à l'exception de Fred et de son frère, étaient prêts à abandonner. Fred les poussa et soudain, lorsqu'il trébucha sur le tas de paille de l'un appartenant au Inner, il les crut sauvés. Le groupe pouvait s'abriter quelques minutes dans la paille pendant qu'ils partaient à la recherche de la ferme. Puis il reviendrait les mettre en sécurité. Le groupe se blottit dans la paille pendant que Fred et 2 autres garçons cherchaient la maison. Ils retournèrent dans la tempête et commencèrent à contourner le tas de paille en cercle de plus en plus grand. Ils criaient aussi fort qu'ils le pouvaient et tendaient les bras devant eux, espérant frôler le mur d'un bâtiment, un équipement ou n'importe quoi. Ils cherchèrent de toutes leurs forces, mais ne virent rien. Ils n'entendaient rien d'autre que le vent hurlant. Au moins, ils avaient la corde pour les guider jusqu'au tas de foin, car sans elle ils seraient sûrement tombés dans la tempête et seraient morts de froid. Mais Hunt refusa d'abandonner. Tous les 8 crièrent à l'aide, priant pour que les Inner les entendent, jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. Personne ne vint à leur secours. Lorsque les plus petits commencèrent à frissonner, mais ordonna à Fred de creuser plus profondément dans le tas de foin, créant une grotte plus grande où ils pourraient tous s'entasser et affronter la tempête. Sans qu'on le lui demande, Fred prit place à l'entrée de la grotte, l'endroit le plus froid et le plus exposé. Il fit de son mieux pour abriter les autres. Il n'avait pas mangé depuis midi. Il n'avait ni vêtements adéquats, ni couverture, ni gants, et peu avaient de bonnet. Pendant un moment ils racontèrent des histoires et chantèrent des chansons, mais les enfants finirent par s'affaiblir. Mais fit tout ce qu'elle put pour les maintenir éveillés, même lorsqu'ils pleuraient de peur, de faim et de froid. Fred, dont l'extraordinaire bravoure serait saluée après la tempête, montait la garde à l'entrée de la grotte de foin et en sortait toutes les 2 ou 3 heures pour surveiller la progression du blizzard. À 4 heures du matin, il sortit pour vérifier que le ciel s'était éclairci, que les étoiles brillaient au-dessus de lui et qu'à moins de 100 mètres se trouvait la ferme des Inner qu'il avait cherchée si désespérément. Il tituba jusqu'à la maison, les pieds gelés, cria et frappa à la porte jusqu'à ce que Monsieur Inner réponde. Mais les enfants furent secourus. Ils entrèrent dans la maison en titubant à l'exception d'Addie. Dans l'excitation du sauvetage, personne ne remarqua d'abord que quelque chose n'allait pas chez Addie. Incapable de se lever, elle dut être tirée hors du tas de foin. Ils comprirent rapidement que c'étaient ses pieds. Ils avaient été mouillés lors de sa chute dans le ravin et après s'être réfugiés dans la botte de foin, ses chaussures et ses bas étaient gelés. Alors qu'elle se blottissait dans la grotte, la chaleur de ses pieds disparut et ils restèrent enfermés dans la glace, la laine et le cuir toute la nuit.
À un moment donné, ses pieds se transformèrent en glace. Fred la porta jusqu'à la maison et on lui retira ses chaussures et ses bas. Mais était consternée. Elle n'avait jamais vu de chair humaine dans un tel état. Des engelures s'étaient installées et les pieds d'Addie ressemblaient à du marbre gris-violet. À l'époque, le remède maison habituel contre les engelures consistait à frotter la chair gelée avec de la neige, puis à la laisser dégeler progressivement dans de l'eau tiède. Aujourd'hui, on aurait procédé différemment. On utiliserait de l'eau tiède, une réhydratation avec des liquides chauds et des antibiotiques, mais même la médecine moderne n'aurait probablement pas pu sauver les pieds d'Addie. Finalement, la gangrène s'est installée et un pied a été amputé. L'autre a été sauvé, mais elle a perdu tous ses orteils. Nous ne saurons jamais combien de personnes ont passé la nuit dans la prairie, mais il y en avait probablement des milliers. Elles étaient bloquées dans le sud et l'est du territoire du Dakota, dans l'est du Nebraska et dans le sud-ouest du Minnesota. La partie nord du Dakota a été largement épargnée, car la tempête est arrivée sitôt que les gens sont restés chez eux et ont gardé leurs enfants à l'intérieur. L'Iowa, bien qu'ayant reçu les chutes de neige les plus abondantes, a subi peu de pertes. La tempête n'y est arrivée que tard dans la journée, alors que la nuit tombait et que les agriculteurs et leurs enfants étaient sains et saufs chez eux. Mais dans le sud du Dakota et du Nebraska, la tempête n'aurait pas pu être plus mal tombée et de nombreuses personnes touchées ont péri, dont plus de 20% étaient des enfants. Leur souffrance était terrible. Ils gelaient seuls ou avec leurs parents, ou mouraient dans une recherche effrénée et frénétique de leurs proches. Ils mouraient, la peau gelée du visage arrachée, là où ils avaient griffé de leurs doigts engourdis le masque de glace qui recouvrait leur chair. Certains mouraient quelques heures après s'être perdus, tandis que d'autres survivaient à la nuit, puis mouraient aux premières lueurs du jour. On les retrouvait debout, dans des congères, les mains gelées au barbelé, agrippés à leurs vêtements, ensevelis sous des chariots, sur le dos, face contre terre dans la neige, les bras tendus comme pour ramper vers un lieu sûr. Des femmes mouraient assises chez elles, leurs enfants rassemblés autour d'elles. Leur feu s'était éteint lorsque les derniers morceaux de bois, de foin et de meubles cassés avaient été épuisés et que le foyer s'était refroidi. À l'aube du vendredi 13 janvier 1888, le blizzard s'est dissipé sur le Dakota, le Nebraska et le sud-ouest du Minnesota. Les dernières rafales de vent ont soulevé les congères et les creux de neige, puis un système de haute pression s'est installé et l'air est devenu pur, sec et glacial. La température a encore chuté et au matin un soleil éclatant a illuminé le paysage d'une lumière blanche. Les villes de la région étaient paralysées. Les rues étaient submergées, les magasins et les écoles fermées, les gares de triage désertées. Les habitants écrivirent plus tard qu'aucune équipe ni aucun véhicule ne circulait. On signala des congères de 6 mètres de haut. Des trains furent abandonnés sur des voies impraticables. Des locomotives équipées de chasse-neige partirent d'Aberdeen, Sioux Falls, Omaha et Lincoln le long des principaux axes routiers, mais furent incapables de franchir les congères tassées par le vent. De fortes chutes de neige abattirent les fils télégraphiques et aucune nouvelle ne parvint ni ne quitta la majeure partie de l'ouest de l'Iowa. À travers la prairie, rien ne bougeait. Tout objet suffisamment imposant pour dominer le paysage avait été transformé en amas de neige. Les faces nord et ouest exposées de ces objets avaient été balayées par le vent. Les premiers rayons du soleil apportaient de la couleur aux champs, mais aucune chaleur. À intervalles irréguliers, sur l'immense surface blanche et lisse, on distinguait des taches sombres et irrégulières. C'étaient les bovins qui n'avaient pas été mis à l'abri la veille. Ils avaient gelé dans les pâturages, toujours debout. Sous les rayons du soleil, des objets plus petits commencèrent à apparaître dans la blancheur. La manche grise d'un manteau, une botte, quelques cheveux ou la petite main d'un enfant. À la lumière du jour, les familles retrouvaient leurs proches s'égarer dans la tempête. Les femmes retrouvaient leurs maris partis chercher le bétail, les chiens rentraient chez eux, avec ou sans leur maître. Les parents se précipitaient vers les écoles de campagne où leurs enfants avaient passé la nuit blottis autour de feux allumés avec des pupitres et des chaises. Malheureusement, certaines écoles étaient vides, les enfants disparus. Ne restaient que leurs enseignants rongés par le chagrin et les remords. La nouvelle des disparus, des vivants et des morts se propageait dans les villes à pied ou à cheval, depuis les hôtels, les bureaux de la Western Union et les agents des gares. Les conséquences du blizzard furent cruelles.
Outre les centaines d'enterrements, de nombreuses personnes durent être amputées et perdirent doigts et orteils, mais aussi oreilles, pieds et nez à cause des gelures. D'autres survécurent à la nuit, mais succombèrent peu après à des maladies causées par l'exposition aux éléments. Le nombre exact de morts n'a jamais été déterminé. Les estimations publiées dans les archives de l'État et les journaux locaux oscillaient entre 300 et 500 morts. Le sud et l'est du territoire du Dakota ont subi la majorité des pertes. Il ne fait aucun doute que plusieurs des décès survenus dans ces endroits isolés, loin des sentiers battus, n'ont jamais été signalés. Nombre d'entre eux sont morts de pneumonie et d'infections contractées après des amputations dans les semaines qui ont suivi la tempête. Pendant plusieurs années, on aperçut de nombreuses personnes lors de rassemblements ou défilés, du Dakota ou au Nebraska, portant les stigmates du blizzard. Jambes de bois, mains amputées de ses doigts cachés derrière le dos. De nombreuses personnes portaient également un bonnet pour cacher leurs oreilles manquantes. Le blizzard des enfants a laissé une marque indélébile dans l'histoire des prairies américaines et ses effets ont perduré de nombreuses années après la fin des derniers effets physiques de la tempête. Les mots de Sadie Shaw dans une lettre à sa famille dans l'Est résument peut-être le mieux cette histoire. Depuis sa propriété du comté de Douglas, elle écrivit : « J'ai vu la terreur du Dakota. C'était terrible. J'ai souvent lu des articles sur les blizzards, mais il faut l'avoir vécu pour en prendre pleinement conscience. » On ressent toujours une certaine injustice lorsque la tragédie et la mort frappent des enfants. Ces morts auraient-elles pu être évitées ? Rien n'est moins sûr. Cette succession d'événements exceptionnels alliés à la malchance ont été malheureusement payés au prix fort. Remontez le temps jusqu'en 1888, mettez-vous dans la peau de l'enseignant chargé de sauver ses élèves et posez-vous la question. Et moi, qu'aurais-je fait ?